Monsieur le Président, le quatrième élément, c'est le refus de mettre aux arrêts les auteurs des massacres. Personne n'a été arrêté. Si Monsieur le Président Dadis voulait aider la population ou n'était pas au courant de ce massacre, n'a pas participé, n'a pas planifié, qu'est-ce qui l'empêchait de faire arrêter les membres de sa garde présidentielle? Parce que les membres de la garde présidentielle, ce n'est pas des personnes qui sont loin de lui. C'est la garde prétorienne. Ils sont au palais, ils sont au camp en l'occurrence. Et le jour même des événements, il était censé savoir qu'une colonne a quitté le camp. Parce qu'au camp, il y a plusieurs checkpoints. Et quand une colonne comme ça, de plusieurs véhicules, traverse tout le camp pour sortir, armée jusqu'aux dents, Monsieur le Président, il ne pouvait pas ignorer ça. Parce qu'on allait rapporter qu'effectivement, il y avait des militaires qui sont sortis pour faire ces actes ignobles. Monsieur le Président, un autre élément. Comme l'a dit M. le commandant Toumba ici, les armes ont été chargées. Quelques jours avant, ces armes ont servi où? Au stade. C'est indéniable. Et quand la question a été posée par le commandant Toumba sur recommandation du général Konate, quand ils ont voulu s'interposer, on lui a dit non, les armes là, c'est sur ordre du président pour les armes. Et pour l'installation des recrues, c'est sur ordre du président. Deux ordres qui ont conduit à ce drame, Monsieur le Président. Enfin, c'est la récompense accordée aux auteurs des massacres. D'abord, il ordonne le massacre, il est planifié, il ne prend aucune disposition pour protéger les civils, et au-dessus du tout, cerise sur le gâteau, il les récompense. Monsieur le Président, vous savez comment? C'est très simple. Il y a un décret de relèvement de grade pour tous les militaires. Et ce décret aurait dû être pris en décembre, à l'anniversaire de la prise du pouvoir. Mais ils l'ont anticipé. Ça a été pris le 2 novembre 2009 par le président. Sans exception. Même ceux qui ont participé aux tueries. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela renvoie? C'est des félicitations à ceux qui ont commis ces massacres. Comment un chef d'État qui est censé préserver la vie des citoyens dont il a la charge peut d'abord occasionner que des gens soient tués et que par la suite, il récompense les tueurs. Beaucoup de personnes ont acquis des grades. C'est vérifiable. Le décret du 2 novembre. Il a anticipé parce qu'il était content. Il était fier de ces hommes. Cette fierté s'est traduite par l'élèvement en grade de ces criminels. Par conséquent, Monsieur le Président, ça ne fait l'homme d'aucun doute. Mais avant de conclure sur le capitaine Dadis, un élément important. Il s'agit de la tentative d'évasion. Ça, c'est important. Elle est du 2 novembre 2023. Monsieur le Président, après l'ouverture de ce procès, vous savez, l'histoire rattrape, hein, pendant des années. Il a émis le souhait de venir en Guinée pour se rendre à la justice, pour accepter de se faire juger, même s'il n'avait pas le choix. Ça, c'est un autre débat. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de ses responsabilités. Il a organisé sa propre évasion, en complicité avec Claude Pivy, le colonel Blaise Gomou et le colonel Kémoro. Un commando lourdement armé a attaqué la maison centrale, a réussi à les exfiltrer. Monsieur le Président, quelqu'un qui ne se reproche de rien, pourquoi il va fuir? Le commandant Toumba est là? CC est là? Vous n'avez pas la parole. CC est là? Asseyez-vous, s'il vous plaît. CC est là? Vous vous asseyez. CC est là? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Voilà, vous vous calmez. Hein. Et ceux qui s'agitent dans la salle, calmez-vous. Hein. Voilà. Vous le laissez parler, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Quand il dit des choses qu'il ne doit pas dire, le tribunal l'arrêtera. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour le moment, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Comme je disais tantôt, le président Dadis, en complicité avec Claude Pivy, le fugitif, colonel Thioboro et le colonel Blaise Gomou, ont organisé leur propre évasion. Nous avons vu dans les images comment ce commando lourdement armé a pu pénétrer la maison centrale et les exfiltrer. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de sa responsabilité dans cette affaire. Il y a plusieurs qualificatifs que j'aurais pu employer, mais je me réserve, parce que je ne veux pas de prétexte pour le trouble de l'audience. Les arguments avancés par la défense. On a été forcé de quitter la maison centrale. Mais Monsieur le Président, nous ne sommes pas... C'est quand même étonnant.
Il y a 11 accusés. Pourquoi c'est les 4 qui ont fui? Ils sont tous là. Kalonzo, colonel Kalonzo, ils sont tous restés. Pourquoi ce sont les 4? Monsieur le Président, ils se sont rendus compte que leur plan avait foiré et les 3 sont retournés en prison. Ils ont été arrêtés et remenés en prison. Je le dirai. Alors, Monsieur le Président, donc tous ces faits démontrent que le président Dadis est le planificateur des massacres du 28 septembre. Tous ces éléments le démontrent aisément qu'il a commis des crimes contre l'humanité par la responsabilité de la chaîne de commandement. Parce que ceux qui ont agi étaient directement sous son commandement. Monsieur le Président, je sais que de l'autre côté, on se prépare à contre-attaquer. Mais les arguments du genre « je n'étais pas le commandant du régiment, je n'ai donné aucun ordre », tous ces arguments sont devenus obsolètes. Il va falloir que vous trouviez d'autres arguments. Donc, pour le capitaine Moussa Dadis Camara, je pense que je vais m'arrêter là et sa culpabilité ne fait l'ombre d'aucun doute pour des crimes contre l'humanité. Je vais passer maintenant au colonel Moussa Kiebourou Camara, l'un des planificateurs de ce massacre. Monsieur le Président, à la barre, lors de la confrontation, j'ai retenu une de ses phrases. Elle est très importante. C'est quelqu'un qui note beaucoup. C'est un vrai procédurier. J'ai compris quand la liste nous a été fournie par ses avocats. Je savais que c'était sa plume. Il écrit bien. Donc, il sait exactement ce qu'il faut faire et à quel moment. Il a participé à tout. Dans la conception, dans la planification, dans la réalisation et dans la dissimulation des preuves. Tout. C'est ce que je vais m'aventurer à démontrer. Il a dit une phrase, et j'ai noté. Il dit que parmi les partis civils, au nombre de 105, 67 partis civils parlent de lui. Mais Monsieur le Président, c'est inédit. Et s'il est le seul accusé ici? 67 personnes sur celles qui sont passées à la barre ont parlé du colonel Kiebourou. Il était partout et nulle part. Au début, le matin, la veille d'abord, il était au camp. 6 heures du matin, il était au stade. Le soir, pour tirer les leçons, il était là-bas. Monsieur le Président, pour sa participation, sur la réunion tenue, je pense que j'en ai parlé, il était aux côtés du président Dadis. Il a dit à RFI. Il ne savait pas qu'il était enregistré. Il ne savait pas peut-être, ou je ne sais pas si c'est le destin qu'il a fait dire. Il dit quand le président Dadis vous appelait, j'étais là. Il a participé à cette réunion. Ensuite, on va parler des altercations avec les leaders. Monsieur le Président, plusieurs partis civils, je ne vais pas les citer, j'avais prévu de lire plusieurs PV. Mais je ne pense pas que ce soit utile, honnêtement. Je vais lire quelques-unes quand même. Monsieur le Président, très tôt le matin, il a rencontré les leaders, il a tout fait pour les bloquer à la Fondis. Il a échoué. Et à ce niveau, il a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Ça a été dit ici. Et Mme Oumoubari a été très explicite. Elle a réitéré au cours de la confrontation. Les éléments du colonel Kiebourou, à 8 heures, ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles, ont tué une personne. C'est sans équivoque. Deuxième point, l'ordre d'attaquer les manifestants. Et là, on va citer plusieurs personnes. Parce que les déclarations sont concordantes et émanent de différentes parties civiles qui étaient à différents endroits. Et c'est ça aussi la complexité de cette affaire. Je l'avais dit tantôt, chacun a son 28 septembre parce que plusieurs faits se sont déroulés dans un espace de temps, à des endroits différents. Monsieur le Président, on va commencer par Mokhtar Ba, le correspondant de RFI. Il a utilisé le mot chargé. Ça n'a pas plu au colonel. Mais puisque Mokhtar Ba n'était pas là pour se faire plaire, il a dit ce qu'il avait à dire. Il dit,
chargé, c'est ce qui a conduit à la dispersion de la foule suite à l'attaque des manifestants par les éléments de colonel Tchéboro. Qu'est-ce que Salah Garan qui dit? Colonel Tchéboro dit, si vous ne quittez pas ici, on va vous massacrer. Arrêtez vos leaders. Voilà un autre élément. La même personne a tenu des propos de menace. Parce que, monsieur le Président, parce qu'il savait, ce que les manifestants ignoraient, lui il le savait. Il savait que quelque chose de très grave allait arriver. Il a voulu les prévenir. Mais malheureusement pour nous et pour lui, la méthode employée n'était pas efficace. Parce qu'il aurait fallu, s'il voulait que ce drame-là soit évité, il est l'un des amis du président Dadis. Il suffisait juste de dire à ce président Dadis, parce que vous voulez confisquer le pouvoir, abandonner cette idéologie ou changer de méthode. Le report de cette manifestation aurait permis d'éviter ce drame. Mais il n'a pas agi. Il est allé en tant que ministre, et de surcroît, n'étant pas chargé du maintien d'ordre. Il a fait tout ce qui est possible de faire dans le cadre du maintien d'ordre. Tout. Ces éléments étaient armés et participaient à la chasse des manifestants. Ensuite, monsieur le Président, une autre victime, Amadou Diallo de la BBC. Voici ce qu'il déclare, non seulement dans son procès verbal, à la barre ici, mais également au cours de la confrontation. Voilà ce qu'il dit. Après le geste de Tchéboro, il a fait un geste et après les gendarmes ont attaqué. Et monsieur le Président, voici ce qu'il a fait. Il a haussé la tête à gauche ou à droite. C'est un signal. Il a donné le signal à ses agents d'attaquer la foule. C'est ce qu'il fit faire. Si dans cette attaque, des gens sont tués, qui doit-on rendre responsable, sinon que le colonel Tchéboro et ceux qui ont tiré? C'est indéniable. Après, il y a Abdoulaye Ba. Oui, je confirme que toutes les agressions de Dalin se faisaient devant le colonel Tchéboro. Il poursuit. Oui, je confirme, quand quelqu'un l'a appelé, il a dit à Ba que c'est fini pour Dalin. Monsieur le Président, les agressions qui se faisaient contre les leaders, mais le colonel Tchéboro était là. Vous savez, son attitude pour sauver les leaders peut être équivoque. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas en profondeur dans cette affaire, va dire effectivement il a sauvé les leaders. Parce que c'est lui qui a pris ces leaders-là, les a envoyés à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui a précédé ça? Qu'est-ce qui a motivé? Parce que ce n'est pas le dernier geste qui compte. Mais c'est tout ce qui avait été fait avant qu'on en arrive là, que j'ai expliqué. Est-ce que ce n'est pas la crainte? D'abord, parce que plusieurs personnes l'ont identifié. Et ce n'est pas pour se trouver un alibi. Moi, je suis convaincu que c'est pour trouver un alibi. Parce qu'ils savaient pertinemment que si les leaders la mouraient, peut-être qu'ils auraient perdu le pouvoir. Ce n'est pas dans un esprit de bonté ou de pure charité chrétienne, monsieur le Président. C'est dans un esprit de survie. Parce qu'il a besoin de survivre dans ce régime. D'abord, prouver au président Dadis qu'il est l'un des maillons forts de ce régime pour avoir bravé les manifestants, pour avoir tout mis en œuvre pour que personne, pour empêcher la manifestation. Il a mouillé le maillot, en quelque sorte, dans une équipe de football. En tant que ministre, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Monsieur le Président, on va continuer. Lamine Camara, Abdoulaye Diallo, parlant de... Quand il a embarqué Dalin et compagnie dans sa voiture, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reçu un appel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, pour Dalin c'est fini. Oui, c'était fini. Parce qu'il avait les côtes brisées. C'est miraculeux, Dalin. C'est miraculeux. C'est comme un chat. C'est miraculeux. Monsieur le Président, il continue. Il a également, sur les plaintes de M. Baouri, disant, s'il vous plaît, faites attention, c'est une personnalité qui est couchée ici. Ne le frappez pas. Il dit,
si tu répètes ça, je vais lire textuellement ce qu'il a dit, je te loge une balle dans la tête. Qu'est-ce qui peut être plus explicite que ça? Monsieur le Président, tu es en train de sauver des gens. L'une des victimes te dit, faites attention, ne le faites pas bouger par là, parce qu'il a les côtes cassées. Tu dis, si tu répètes ça, je te loge une balle dans la tête. Est-ce qu'il les a sauvés de son gré? Non, je l'ai dit tantôt. Lamine Camara, qu'est-ce que Lamine Camara dit? Le collègue Kébro a dit, si vous ne quittez pas ici, ça va mal passer. Je vais poursuivre, ils sont des centaines. Si on dit qu'on va lire ou rapporter tous les propos contre le colonel Kébro, Monsieur le Président, je pourrais plaider ici pendant une semaine. C'est impossible. Tellement qu'il y a des personnes qui ont entendu des propos du colonel Kébro. Mamadi Mansari, Abdourahman Ba, dans la boutique de Yidad disait, Mamadi Mansari ici, au cours de la confrontation, un enfant et un quinquagénaire tué, un béret rouge et un blessé devant le colonel Kébro. Il vous a dit s'il n'avoir jamais vu quelqu'un tué au stade. Quelle crédibilité donner après tout ça au colonel Kébro? Monsieur le Président, c'est la responsabilité alors maintenant, ça c'est sa responsabilité directe, pour avoir agi directement lui-même, pour avoir donné des instructions fermes, attaquer, charger, saccager. Ça c'est sa responsabilité directe. Maintenant la responsabilité de la chaîne de commandement. Monsieur le Président, les actes commis par ces agents, Abdoulaye Ba continue, ce sont les éléments de Kébro, je dis textuellement, et lui-même qui ont agressé Dalain au stade. Ça, c'est indéniable. Des arrestations, parce que ça aussi c'est important. Ces agents armés n'avaient aucun rôle de maintien d'ordre. Il l'a dit ici. Mais ils ont joué, ils ont participé à toutes les étapes du maintien d'ordre ce jour-là. Ils ont agressé, ils ont violenté, ils ont tué, ils ont arrêté des gens qu'ils ont conduits dans leurs locaux, au camp. Monsieur le Président, voilà des scènes qui font froid au dos. Monsieur le Président, des civils conduits au camp. Vous avez écouté Abdulhamid Diallo ici. Il vous a narré, il vous a expliqué dans quelles circonstances il a été conduit au camp. Puisque lui, on l'a assimilé à un journaliste, on l'a mis de côté. Mais ses compagnons d'infortune, une vingtaine, ont été bastonnés devant lui, déshabillés nus, pour se faire enregistrer devant ses OPJ. Quel service peut faire ça? Après avoir prêté serment de protéger les civils, d'agir conformément à la loi en tant qu'OPJ, quand vous venez dans un service où il y a un OPJ, il vous offre à vous asseoir, il vous respecte, il vous met à l'aise avant de vous interroger. Mais les agents qui étaient en train de recenser les victimes sur le colonel Kébro appelaient les victimes une à une, déshabillées, nues. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas que des jeunes. Entre jeunes, la nudité n'a aucun sens. Mais quand il y a des vieux, des imams, des pères de famille, avec des adolescents de 15 à 16 ans, restés dans la même pièce pendant des jours durant, nus, cela s'est produit dans les services du colonel Kébro. Alpha Mad Baldé l'a dit. Lui, il a été torturé en personne. En personne, Monsieur le Président. Il vous l'a dit ici. Dans les mêmes locaux. Il vous a décrit comment ils ont été débarqués du camion qui les a conduits sur le colonel Kébro. Comment ils ont été accueillis. Avec des matraques. Une haie constituée de bérets rouges. Une rangée. L'autre rangée constituée des éléments de Kébro, de colonel Kébro, autant pour moi. Ils étaient... On les donnait des coups de pied, des gifles. Arrivés dans la salle, ils étaient nus. Il vous l'a dit, Monsieur le Président. Est-ce que, en toute honnêteté, connaissant l'esprit, connaissant les capacités du colonel Kébro dans les enquêtes, son intelligence, est-ce qu'il était possible, honnêtement, humainement possible, que
que ces gens-là soient torturés dans ces locaux pendant des jours et que lui, il n'en soit pas informé. Ne serait-ce que de passage, il peut entendre les cris. Deuxièmement, Monsieur le Président, dans les services, quand des personnes sont enregistrées, sont arrêtées ou entendues, mais à qui on rend compte? Il y a des comptes rendus. C'est impossible qu'on ne lui ait pas fait le compte rendu. Et si on lui a fait le compte rendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, Monsieur le Président. Parce que ces personnes-là ont été, notamment Alpha Amadou Baldé et les autres, ont été libérés par les soins de l'intervention de leur connaissance. Il n'a rien fait. Est-ce que ces tortures-là ne sont pas des tortures-là exécutées par ces agents, en présence d'ailleurs du colonel Blaise Gomou? Lui, il était présent. On me l'a rapporté, Monsieur le Président. Et c'est lui qui a pris certaines de ces victimes pour les envoyer au PM3. Nous avons l'information. Vous savez, Monsieur le Président, dans cette affaire, même pendant qu'on est en train de plaider ici, les gens appellent pour dire « Attention, j'ai tel élément ». Certains n'y croyaient pas. Ou alors n'ont pas estimé que tel ou tel élément était important dans ce procès. C'est comme ça que les gens parlent. Ils vous donnent des détails. Ils ont des détails sur le colonel Blaise Gomou. Ils l'ont reconnu, il était là. Ces comptes rendus-là auraient dû permettre au colonel Thieboro d'agir et de faire libérer ces gens. Il ne l'a pas fait. Il est autant responsable que ces agents dans cette affaire. Monsieur le Président, il y a également le conteneur du colonel Thieboro. Il a fait l'objet de beaucoup de discussions ici. Beaucoup de discussions. Beaucoup de personnes ont indiqué la présence de ce conteneur là-bas. Vous avez écouté M. Kali et Ebert Suleiman Baldé en décembre. Presque un mois après les faits, mais toujours dans le même sillage, ils ont expliqué comment, à la faveur d'une grève de la faim, le colonel Thieboro lui-même il est venu pour les interpeller et les obliger à manger. Mais, Monsieur le Président, comment on peut obliger quelqu'un à manger? C'est un moyen d'expression, comme une manifestation. Au lieu d'aller dans la rue, jeter des pierres, aller casser, vandaliser des boutiques, ils ont choisi le moyen le plus simple pour dénoncer les tueries qui continuaient sur l'axe. Ils ont décidé de faire la grève de la faim. Ça, ce n'était pas du goût du colonel. Parce qu'encore une fois, c'est comme le bouclier du CNDD. C'est le bouclier du CNDD. Partout où le CNDD est en difficulté, c'est le colonel Thieboro qui se présente. Est-ce qu'il était le seul ministre? Le ministre de la Sécurité était où? Le ministre de la Défense. Mais c'est lui qui a un service qui n'est composé que de 200 hommes ou 300. Le ministre de la Sécurité, il a combien d'argent? Monsieur le Président, honorable assesseur. Et c'est lui qui est toujours présent. C'est parce que c'est lui qui avait le plus intérêt à ce que le CNDD demeure au pouvoir. Raison pour laquelle il était prêt à tout. Monsieur le Président, là également, il y a son évasion. Ça, c'est incontestable. Mais je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé. Alors, Monsieur le Président, il est important de parler d'un aspect qui me semble pertinent. C'est la personnalité, parce qu'il est permis d'en parler. Tant que ça ne heurte pas son honneur et sa dignité. Vous me permettrez, Monsieur le Président, d'en dire quelques mots sur la personnalité du colonel Thieboro. Vous savez, Monsieur le Président, il vous a dit à la barre, quand il est arrivé pour canaliser les manifestants, il a été applaudi. Oui, c'est vrai, puisque en réalité, les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Ce que les gens observent et retiennent, c'est ce qui se fait et ce qui est vu à la télé. Il a toujours été dit, le colonel Thieboro fait des arrestations par-ci, il fait des arrestations par-là, il arrête des narcotrafiquants, les grands bandits, etc. Et Monsieur le Président, quand on s'intéresse de près à ces activités, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. De sorte que, quand on vous dit qu'il a fait telle ou telle chose au 28 septembre, personne ne doit être étonné. Monsieur le Président, je vais prendre quelques exemples. Il y a des gens dans des procédures, des arrestations pour narcotrafiquants. Mais Monsieur le Président, toutes ces procédures-là, contrairement à ce qu'il vous a dit, quand les dossiers-là sont transmis à la justice, on trouve que c'est des dossiers qui sont vides. Donc tout l'acharnement médiatique qu'il en fait,
C'est des dossiers vides. Et puis les gens bénéficient des non-lieux. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas porter atteinte à leur odeur. Il y a aussi de la récupération que le colonel Tchéboro faisait. Quand il y a une arrestation à Koya, faite par des services déterminés, lui il a la presse, il s'embarque, il vient filmer ça et il met ça à son compte. Voilà comment tous les jours on voyait le colonel Tchéboro à la télé. On pensait que ce sont des efforts. Mais monsieur le Président, en réalité, tout ça ce n'était que de l'enfumage. Il n'y avait rien de concret. Quand un OPJ de son rang, 80% des procédures déférées aboutissent à des non-lieux, je pense qu'il faut éviter de venir dire ici qu'on est le meilleur flic du pays. Je m'arrête là sur la personnalité. Monsieur le Président, je sais qu'à la défense également du colonel Tchéboro, on vous parlera... Continue. Parlant de la défense du colonel Tchéboro, Monsieur le Président, je sais qu'ils vous entretiendront sur des aspects précis. Je voudrais anticiper leur donner des réponses avant qu'ils ne viennent ici. Ils vous parleront des prétendues contradictions entre les partis civils. Ils vont s'attarder sur des mots: charger, saccager, attaquer. Si vous rentrez au stade, vous le regretterez. Ils essaieront de vous dire que c'est des contradictions. Mais, Monsieur le Président, je vous dis tout simplement que ces expressions ont été tenues à différents endroits et à différents moments. Ce n'est pas comme ici dans cette salle où tout ce que je dis est entendu. C'est dans un lieu, d'abord à la Fondis, il a tenu des propos à la Fondis, sur l'esplanade du stade, à la pharmacie Manizé, ainsi de suite, à l'entrée du stade. Donc, on ne peut pas parler de contradiction, parce que je les vois venir. Monsieur le Président, il dira qu'il est un sauveur. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Pour nous, le colonel Tchéboro n'a sauvé personne. Le fait d'embarquer les leaders blessés à l'hôpital n'était qu'un réflexe de survie du régime qui malheureusement est tombé de toutes les façons parce qu'il n'avait aucune base viable et solide, malheureusement pour eux. Merci Monsieur le Président sur cette question. Je vais parler de Claude Pivy, le fugitif. Voilà un expert en pillage. Tous les pillages des 10 dernières années qui sont orchestrés sur l'axe sont l'œuvre du colonel Claude Pivy et de ses éléments. Monsieur le Président, vous savez, au sein du CNDD, il y a des particularités. Le colonel Tchéboro, c'est l'homme à tout faire. Le colonel Claude Pivy, j'ai une expression que j'avais envie d'employer, mais je vais la changer. Je l'avais écrite ici. C'est un expert en pillage, je l'ai dit. Cela procède du fait que, Monsieur le Président, au-delà de sa casquette d'élément central du pouvoir du président Dadis, son objectif fondamental était de conserver à tout prix le pouvoir comme le colonel Tchéboro. Et à ce titre, Monsieur le Président, il a participé activement à la commission des infractions au stade. On va prendre quelques éléments, je ne vais pas m'attarder parce qu'il n'est pas là. Parce que le fait qu'il ne soit pas là est un argument supplémentaire qui plaide pour sa culpabilité. D'abord, la participation directe aux infractions. Monsieur le Président, je prendrai un seul exemple. Il s'agit de la déclaration d'Abdourahmane Baldé. Monsieur le Président, quand M. Abdourahmane Baldé et d'autres ont été blessés au stade, ils ont été récupérés par les agents de la Croix-Rouge et grâce à Dieu, ils ont été embarqués dans un véhicule. Ils ont croisé le colonel Claude Pivy. Voilà ce qui s'est passé.
Arrivé au pont de Madina. Mais arrivé au pont de Madina, nous avons vu Pivi et ses éléments qui a ordonné au chauffeur de s'arrêter pour nous faire embarquer, pour nous faire débarquer. Nous mettre tous à genoux, nous demandant si on ne savait pas que c'est le président Dadis qui commande. Voilà un ministre de la République. En face des citoyens blessés qui sont à l'agonie, qui arrêtent le véhicule de la Croix-Rouge, qui par ailleurs est protégé par les conventions internationales. Parce que toute personne qui est blessée, même pendant la guerre, a droit à une protection. Voilà ce ministre de la République qui arrête ce véhicule, ordonne au chauffeur de débarquer tous les blessés. Certains avaient des blessures par balle, d'autres par des armes blanches, d'autres avaient des blessures par des armes contondantes. Ils avaient soit le crâne enflé, le pied cassé. Il ordonne à tous ceux-ci de se faire débarquer. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il leur pose la question de savoir s'ils ne savent pas que c'est le président Dadis qui est le président. Ensuite, il s'est mis lui-même à donner à chacun de nous des coups de crosse. Il les débarque pour leur dire, vous ne savez pas qui est le président, pourquoi vous manifestez? Et ne pouvant pas contenir sa colère, il leur assène des coups. Ça, c'est une responsabilité directe, Monsieur le Président. Ensuite, plus loin, en amont du 28 septembre, concernant les recrues de Kalea, Abakar Sidiki Diakité, le commandant Abakar Sidiki Diakité, dit Toumba, déclaré, Claude Pivi, le ministre de la Sécurité présidentielle, a fait venir à la présidence 400 jeunes. Ce sont ces 400 jeunes-là, Monsieur le Président, qui ont constitué la milice, qui ont constitué les infiltrés du stade. C'est lui qui a fait venir. D'abord, c'est lui qui est allé les sélectionner, procéder à leur identification, c'est le colonel Blaise Goumou, accompagné de Makambo. Ensuite, c'est lui qui était chargé de les gérer au camp. Et d'ailleurs, il y a une altercation entre lui et le commandant, parce que le commandant Toumba voulait que ces personnes-là soient chassées du camp. Mais puisque c'est le président, ils étaient là au compte du président, personne ne pouvait rien, ils sont restés. Ensuite, Monsieur le Président, il a donné l'ordre au Béréda Grand Président de se rendre au stade et de donner une leçon aux manifestants. Là également, nous avons comme preuve la déclaration du commandant Toumba. Qu'est-ce qu'il dit? Claude Pivi, d'abord sur sa présence, Claude Pivi avait un impressionnant contingent. Il était accompagné de plusieurs éléments dans les pick-up et camions. La question que je me pose aussitôt, c'est de savoir quelle était la provenance de tous ces hommes. J'ai appris que le même jour, Pivi était avec ses éléments sur l'axe Anco 5, cimenté où ils affrontaient les manifestants. Voilà la preuve. Colonel Claude Pivi vous a déclaré ici que dans la journée du 28 septembre, il s'était rendu à Koya pour soi-disant procéder à la patrouille pour arrêter les bandits de grand chemin. Mais Monsieur le Président, ce n'était qu'un prétexte fallacieux. Il était dans la ville de Conakry. On l'a vu à Hamdallah, on l'a vu à côté même du stade. Il a sévi sur l'axe. Parce que c'est le terminator du CNDD. Son arrivée sur les lieux terrorisait tout le monde. Tout le monde. Dès qu'on le voyait, on fuyait. Il ordonnait à ses agents de dévaliser les boutiques. Monsieur le Président, j'en ai parlé, la recherche des civils. C'est la chasse à l'homme. Si dans les autres communes de Conakry, le 28 septembre s'est arrêté le jour J, dans la matinée et la nuit, mais pour l'axe, Monsieur le Président, la répression a continué pendant des jours, pendant des semaines. Ce qui est ironique, il y a des parents, des pères de famille qui avaient interdit à leurs enfants d'aller au stade et qui ont eu recours même à la force pour... J'ai reçu, ils fermaient même à cadenas leur maison pour ne pas que les enfants sortent. Ils ne sont pas allés au stade. Mais Monsieur le Président,
la mort les a trouvés chez eux. Pourquoi? Ils n'ont pas été au stade de peur d'être tués. Mais dans les représailles, dans les quartiers de la haute banlieue de Ratoma, ils ont été froidement assassinés. Parce qu'il fallait donner une leçon mémorable à ceux qui avaient l'intention de contester son pouvoir. Voilà la situation. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été au stade qu'il avait un taux de survie élevé dans la commune de Ratoma. Le taux de survie était relatif. Tu pouvais mourir à tout moment. Quand tu es dans les quartiers comme Koza, Hamdallah, Bambeto, Koloma. Parce que même pour sortir, aller acheter à manger, si tu as le malheur de croiser un contingent militaire ou des bérets rouges, tu pouvais te faire tuer. C'est la règle, c'est la réalité. C'est malheureux. Monsieur le Président, il y a eu des représailles un peu partout. Bon, là également, il y a un cas singulier. C'est celui de Yabouba Bari. Vous avez vu, Monsieur le Président, au cours du procès, des photos ont été présentées ici grâce à un reportage de France 24 où on voit dans la zone de l'Axe un civil se faire poignarder. Et au cours des débats, le procureur a eu l'intelligence d'agrandir la photo. Elle a été produite ici. On voyait distinctement, on a reconnu distinctement Claude Pivy, Claude Pivy sur les images, qui supervisait la répression. Ce civil dont il est question est passé ici. Il vous a dit les conditions dans lesquelles il a reçu ses blessures, Monsieur le Président. Mais comment peut-on dire aujourd'hui que M. Claude Pivy n'était pas responsable? Donc, sur son cas également, l'objet ne fait, sa culpabilité ne fait l'objet d'aucun doute. Lui, il est toujours en cavale. Et je crois que c'est le lieu d'interpeller l'appareil sécuritaire, puisque sa place, c'est en détention pour les crimes qu'il a commis. Depuis plusieurs mois, il est en cavale. Et ce n'est pas de nature à rassurer les victimes, Monsieur le Président. Et donc, pour le colonel Claude Pivy, je vais m'arrêter là. Je vais aborder le cas du commandant Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba. Monsieur le Président, il y a des contradictions dans le récit du commandant Toumba. Nous allons les évoquer pour démontrer que sa version des faits à cette barre est tronquée sur 2 points, sur 2 ou 3 points. Le premier point concerne sa présence au stade. Il a été dit ici, il a réitéré qu'il est allé au stade à la recherche du président Moussa Dadis Camara. Mais Monsieur le Président, son propre témoin, le témoin qu'il a cité avant l'ouverture du procès, nous apporte un avis contraire. Il s'agit de Mohamed Kondé, le commandant du salon. Il déclare ceci. Tout le monde m'a demandé d'empêcher le président de sortir, ce que j'ai fait. À 13h, il m'a demandé de vérifier si le président est toujours dans son bureau. J'ai confirmé sa non-sortie. Monsieur le Président, si le commandant du salon, à qui il a confié la lourde responsabilité d'empêcher le président Dadis de sortir, il a obéi. Il a dit, le président n'est pas sorti. Quelle est la première démarche à faire? Quand lui, il apprend que le président Dadis est sorti, moi je pense que la logique voudrait soit qu'il appelle le commandant du salon à qui il avait laissé une instruction, ou alors qu'il se rende lui-même sur les lieux. Et mieux, le commandant du salon vient dire à la barre ici, il m'a rappelé, je lui ai dit que le président n'est pas sorti. Alors qu'est-ce qu'il est allé chercher au stade? Je vais vous expliquer l'une des théories possibles. Mais en attendant, j'évoque le deuxième point. Alors, deuxièmement, nous savons tous, Monsieur le Président, que le camp, il y a un dispositif autour de la présidence. Il existe au moins 5 barrages. Si le président Dadis
comme il le pense, avait été au stade ou qu'il a dépassé, il est sorti du camp, mais monsieur le Président, ces checkpoints-là auraient servi de relais pour l'information. Rien. Deuxièmement, le dispositif présidentiel. Je crois que c'était l'une des questions que j'avais posées ici. Quand le président de la République sort, mais monsieur le Président, ce n'est pas une personne anodine, ce n'est pas une personne ordinaire, j'allais dire. C'est tout un dispositif. Il y a au moins une dizaine de véhicules, dont au moins 2 12-7. Arrivé à la hauteur du stade, est-ce qu'il a observé ce dispositif? Non. Monsieur le Président. Donc, voilà le deuxième élément de contradiction essentiel dans son cas. Alors, le troisième point, le commandant Toumba lui-même, dans un enregistrement audio de la RFI, confirme, et cela sans embâche, sous aucune pression, parce qu'il avait été appelé au téléphone, il a confirmé qu'il a reçu l'ordre du président de se rendre au stade. J'ai reçu l'ordre du président de me rendre au stade, mais je n'ai rien fait. Cet audio est versé au dossier. Il a été écouté ici. On reconnaît distinctement sa voix, sa façon d'articuler. C'est constant et patent. Monsieur le Président, dans ces conditions, est-ce que la théorie selon laquelle il était allé chercher le président Dadis tient la route? Moi, je dis non. Si, au cours de son récit, il nous a expliqué comment ils ont pris le pouvoir, je pense que c'est une curiosité nationale et internationale. C'était une bonne chose. L'affaire de Koundara aussi. Mais monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour ces deux événements. Ce qui nous intéresse ici, c'est les événements du 28 septembre. Et à ce niveau, il y a une contradiction que nous avons jugé utile de relever. Alors, monsieur le Président, ces éléments, il y a eu plusieurs partis civils qui sont passés à cette barre. Il y a de la sympathie à l'égard du commandant. Mais, monsieur le Président, est-ce qu'un juge doit être sympathique? Est-ce qu'un jugement doit se fonder sur la sympathie? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur la popularité d'un être humain pour rendre sa décision? Non. Tous sont égaux devant ce tribunal. Et je sais que le moment venu, vous ne tiendrez ni compte, vous ne tiendrez nullement compte de la popularité ou non d'un quelconque accusé ici. Cela ne devrait même pas influencer votre décision, parce que vous n'êtes pas sur Facebook ni sur YouTube. C'est important. Donc, nous considérons, au même titre que les autres accusés, qu'il est également responsable des massacres du 28 septembre sur le fait du chef de commandement. Monsieur le Président, le dernier élément concernant le commandant Toumba, il concerne le PV de M. Mamadi Kourma, en date du 26 mai 2010, commissaire de police qui a assuré l'intérim du commissaire central de Dixie. Et ce PV est une mine d'or. Malheureusement, Monsieur le Président, ce commissaire est décédé. Autrement, sa confrontation avec le commandant aurait été explosive. Voilà ce qu'il déclare. Le PV est versé au dossier. Au paragraphe 2 de la 4e page, citation. 30 minutes après le passage de PV et venant en direction de la ville, en direction de la Bellevue, c'est un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de cette bande, armé d'un PMAK qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. Je dormais encore parce qu'on est arrivé tard la nuit. On est arrivé tard de l'AD. Il m'a traité de maudit, de malhonnête, en disant que comment les leaders peuvent-ils me braver au stade du 28 septembre et que toi tu es couché. Maintenant, moi-même, j'irai régler leur compte. C'est en ce moment, poursuit le commissaire, c'est en ce moment que je lui ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Voilà la déclaration
du commissaire Mamadi Kourouma, et qui par ailleurs dans son PV a indiqué comment il est rentré au stade, comment les militaires sont rentrés pour arroser la foule, comment il a eu la vie sauve, comment son véhicule a été incendié au commissariat de Bellevue. Et c'est lui encore qui a rapporté que les armes qui avaient été trouvées là-bas avaient été incendiées. Son PV est versé au dossier. Donc, c'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille, pour confirmer ses propos, il m'a montré, attendez, je voudrais moi-même les rendre compte. Pour confirmer ses propos, il nous a montré un pick-up qui dit être du président. C'est en ce moment, toujours le commissaire. C'est mon commandant de peloton qui m'a dit à l'oreille, c'est lui Toumba, l'aide du président, l'aide du camp du président. Est-ce qu'on peut être aussi explicite? Donc, Monsieur le Président, à la lumière de ces trois éléments, nous pensons qu'effectivement, le commandant Toumba est allé au stade sur ordre du président et qu'il était accompagné d'éléments qui ont commis des exactions et que de ce fait, il doit répondre des actes de crimes contre l'humanité du fait de la responsabilité du chef hiérarchique. Monsieur le Président, et parlons maintenant de Marcel Guilavogui, de monsieur Marcel Guilavogui. Et lui, je ne vais pas trop m'attarder puisque sa participation directe est étayée par plusieurs personnes. Plusieurs témoins confirment avoir vu monsieur Marcel Guilavogui exercer directement des violences physiques sur les leaders et les manifestants. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Sidi Touré, M. Sidi Touré. Il a asséné un coup sec sur la tête de ce dernier. Monsieur le Président, cela est indéniable. Donc son récit, son premier récit à la barre, quelle crédibilité? D'abord, il dit qu'il n'a pas été au stade. Quelques mois après, il se ravise et revient dire qu'il a été au stade. Monsieur le Président, entre la parole de M. Marcel Guilavogui et celle des victimes et témoins dans cette affaire, qu'est-ce qui est plus crédible? Un accusé qui change de version en cours de procès. Est-ce crédible? Je dis non. Donc, pour M. Marcel Guilavogui, je ne vais pas lire tous les PV. Je vais simplement indiquer, par exemple, le cas de Ephraim Kamanda Souma, l'une des gardes rapprochées de M. Sidi Touré, qui confirme à la barre ici, de votre tribunal, Marcel a donné un coup sec à la tête de mon patron. Marcel. Alors, pour la participation, pour l'influence de... Vous savez, Monsieur le Président, je vais terminer pour le cas de Marcel. Il a justifié son deuxième passage par le fait que, vous savez, il n'était plus influent au sein du CNDD et auprès du président Dadis. Je crois qu'il y a que plusieurs déclarations avaient été faites à cette barre, notamment par le commandant Toumba, et qui déclarait Marcel était plus chaud et plus craint que Dadis, ou encore Marcel était plus influent au sein de la tour. C'était quelqu'un de toujours influent, contrairement à ce qu'il a raconté ici. Et l'exemple le plus simple et illustratif, c'est la tentative d'assassinat de son co-accusé, C.C. Raphaël Haba. Vous avez suivi C.C. Raphaël Haba ici, j'ai oublié son grade, M. C.C. Raphaël Haba à la barre, sur l'histoire du 3 décembre. Je sais que ce n'est pas l'objet de cette affaire, mais pour démontrer que M. Marcel était toujours influent et que les actes qu'il a commis au stade sont avérés, son influence est restée intacte. Monsieur le Président, C.C. Raphaël Haba, M. C.C. Raphaël Haba a expliqué clairement comment ils ont tenté de le piéger afin de le découper. D'autres personnes ont été tuées dans l'entourage du commandant Toumba. Il a dit ici. Donc, le récit selon lequel il avait perdu toute influence auprès du président Dadis n'est pas crédible. Dès lors, toutes les déclarations tendant à le disculper sont non fondées. Et que par conséquent, Monsieur le Président, pour avoir agi directement, agi sur, exercer des violences directement sur les leaders politiques, pour avoir été en compagnie d'éléments qui ont perpétré les massacres
en sa compagnie, pour avoir donné des instructions pour que des crimes là soient commis, Monsieur le Président, pour ces motifs, il y a lieu également de retenir M. Marcel Guilavogui pour crime contre l'humanité et complicité sur le droit à Guinée. Monsieur le Président, il y a également, je vais parler de, enfin, ou avant-dernièrement, de M. Paul Mansa Guilavogui. Monsieur le Président, je l'avais dit plus tôt, après la manifestation, après la répression sanglante au stade, les jours durant, des citoyens guinéens qui ont eu, selon le CND, de l'outrecuidance de manifester ont été arrêtés et conduits dans les différents camps pour y subir des tortures. Au camp Makambo, je prononce ce mot contre ma volonté. Au camp Kundara, ces personnes ont été soumises à diverses tortures pendant des semaines, pendant plusieurs jours. Des gens ont été torturés en présence effective de M. Mansa Guilavogui. Monsieur le Président, vous avez suivi à la barre ici des récits glaçants, impitoyables, inadmissibles des partis civils qui sont venus vous expliquer comment les tortures-là étaient infligées aux pauvres citoyens. Comment il les a ordonnés de se superposer comme des sardines dans sa chambre pour convaincre sa femme. Est-ce que nous ne sommes pas, ces manifestants ne sont pas des Guinéens? Pourquoi ont-ils eu le courage de leur infliger de telles tortures? Monsieur le Président. Donc, également pour M. Paul Mansa, vous retiendrez également, en ce qui le concerne, les crimes de torture, conformément au Code pénal guinéen. Monsieur le Président, venons maintenant à M. Mamadou Aliou Keïta, par lequel je vais terminer en ce qui concerne les accusés. Les autres feront l'objet de plaidoirie avec mon équipe. La tâche est immense. Donc, allons maintenant, parlons de Mamadou Aliou Keïta, Monsieur le Président. Voilà un cas emblématique. Vous savez, Monsieur le Président, au stade, l'horreur s'est produite. Les viols ont été commis à ciel ouvert. Mais ce qui est répugnant et inadmissible, parce que la plupart des femmes qui ont été victimes de viols n'ont jamais pu identifier l'auteur de leur agresseur. Ils n'ont jamais identifié leur agresseur. Parce que c'est des personnes qui étaient inconnues. Mais le cas spécifique de Mamadou Aliou Keïta nous donne à réfléchir. Monsieur le Président, quand on voit la corpulence de M. Mamadou Aliou Keïta, l'accusé, qui frôle les 90 kilos, comparé à la victime AB, environ 45-55 kilos, qui de surcroît était connu de l'accusé. Monsieur le Président, vous savez, dans des situations d'infortune, dans des difficultés extrêmes, il y a qu'on s'en remet à Dieu, mais aussi aux personnes qu'on connaît. Il se trouve que Madame Abbé connaissait le gendarme, l'accusé Mamadou Aliou Keïta. Elle a cru à ses dépens que celui-ci pourrait la sauver, parce qu'ils avaient une relation familiale. Mais, Monsieur le Président, dès qu'il a aperçu la dame et qu'elle a demandé « Aide-moi », l'aide qu'il lui a apportée, c'était de lui asséner un coup fatal sur le visage et d'appeler ses amis pour abuser d'elle. C'est inimaginable. Elle l'a reconnu. Et vous savez, Monsieur le Président, je vais vous dire aujourd'hui la raison pour laquelle elle a déposé plainte. Quand l'accusé est allé chez elle, quand elle s'est plainte à la copine de l'accusé, qui est aussi par ailleurs sa nièce par alliance,
ou par manche longue famille. Elle a dit que tu m'as fait du mal. Elle dit, si l'accusé avait dit, je me suis trompé, je n'étais pas reconnu, c'est pourquoi je t'ai infligé cette souffrance, elle n'aurait jamais porté plainte. Mais, quand l'accusé est venu dans la chambre où elle était couchée, alitée, l'a regardé dans les yeux, il a dit, ce n'est pas moi. C'était de trop. Elle ne pouvait pas accepter que cela reste ainsi. Il était hors de question que cela reste ainsi. Voilà la raison qui a conduit à ce qu'elle dépose plainte. Je sais que de l'autre côté, on a estimé que c'était une accusation fortuite, que ce serait lié au fait que l'accusé ne voudrait plus de sa nièce. Mais Monsieur le Président, c'est un argument incongru. Mais qui représente M. Mamadou Aliou Keïta pour cette femme? Ce n'est pas un homme riche, au point que si elle porte plainte, elle peut s'attendre à des rétributions. Non. Qu'est-ce qu'elle pouvait gagner en portant plainte? Une femme qui a 5 enfants. Aujourd'hui, dont la vie est détruite. Elle a été obligée de changer de domicile ces 10 dernières années, plus de 6 fois. Elle a été exfiltrée, envoyée à Dakar, parce qu'elle se sentait menacée. Monsieur le Président, ensuite, quand il a été question de la confrontation ici, mais il faut préciser d'abord que Mme Ba avait déjà comparu à huis clos et l'accusé était là. Et d'ailleurs, pendant l'information judiciaire, il faut que je le dise, parce que certains ont estimé de l'autre côté qu'elle n'avait pas le courage de venir s'affronter à son bourreau. Mais Monsieur le Président, pendant l'information judiciaire, j'étais avec Maître Martin quand il y a eu la confrontation. Elle a réitéré toutes les accusations contre l'accusé en face de lui. Il était assis à quelques mètres parce que les bureaux du cours des juges d'instruction étaient exigus. Il n'y avait pas une distance. On était assis les uns à côté des autres avec son avocat. Cette confrontation a eu lieu. Le PV est versé au dossier. Monsieur le Président. Donc, en ce qui concerne l'accusé Mamadou Aliou Keïta, vous le poursuivrez pour viol. C'est avéré. Et aussi, pour tentative d'agression. Il y a une autre victime du nom de Mamadou Djibril Diallo. Voyez-vous, monsieur, l'accusé Keïta a horreur qu'on le reconnaisse pendant qu'il exerce le maintien d'ordre. Moi, je suis sûr d'une chose. Si la dame ne lui avait pas demandé l'autre, peut-être qu'il n'aurait pas violé. C'est une intuition. L'illustration, c'est pour le cas d'Abdoulaye Djibril Diallo. Abdoulaye Djibril Diallo aussi, c'est quelqu'un qui est connu parce que le gendarme Aliou Keïta, il était à la gendarmerie d'Amdala, il est connu de beaucoup de personnes. M. Diallo aussi, dans le désarroi total, après avoir échappé à l'entrée du stade au criminel, il a croisé Mamadou Aliou Keïta. Voilà ce qu'il nous rapporte. Lorsque je tentais de m'échapper au porteur de maillot de Chelsea, il y a un gendarme du nom de Mamadou Aliou Keïta que j'ai rencontré, à qui j'ai demandé secours. Il m'a insulté et pourchassé avec une matraque et un couteau. Mais heureusement, je me suis échappé. Voilà un autre témoignage. Lui, il s'en prend plus aux personnes qui le reconnaissent. Donc, Monsieur le Président, il n'y a aucun doute en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé Mamadou Aliou Keïta. Pour ce qui est des accusés, Monsieur le Président, je crois que j'ai suffisamment expliqué. Et leur culpabilité ne fait l'objet d'aucun doute. Monsieur le Président, je voudrais aborder une partie importante, parce que je sais qu'elle fera l'objet de répliques certainement cinglantes de la défense. C'est la prétendue absence de preuves. C'est le leitmotiv de la défense. Et je crois que de ce point de vue, il est essentiel de dire à la défense que en matière pénale, la preuve est libre. Ça, c'est un principe sacro-saint.
est que les PV de victimes, témoignages des victimes, des vidéos, le rapport international d'enquête et la confrontation à la barre sont des éléments essentiels qui confortent l'accusation. Et nous pensons que toutes les victimes qui ont comparu à cette barre, tous les éléments qu'ils ont apportés, sont largement suffisants pour démontrer la culpabilité des accusés à cette barre. Je ne vais pas m'y étendre, je l'ai déjà fait, j'ai déjà démontré la culpabilité des accusés dont j'ai parlé. Pour les autres, mes confrères s'en chargeront. Maintenant, je vais aborder le dernier point, l'avant-dernier point, les conséquences sur les victimes. On a parlé des agressions, on a parlé des viols, on a parlé des disparus, on a parlé des blessés. Quelles sont les conséquences? Monsieur le Président, les conséquences sont d'abord psychologiques. Je crois que c'est une expérience que les victimes ne vont jamais oublier. C'est un traumatisme profond. Parce qu'il y a eu une déshumanisation des victimes. Une tentative de prise de contrôle de leur âme. Quand quelqu'un décide de violer une femme, il tente de s'approprier de son âme. Et c'est assez récurrent parce que des années après, l'agresseur est toujours dans le subconscient de sa victime. Et c'est ce qui est difficile, Monsieur le Président. Elle ne peut plus jamais oublier l'agression. Donc, c'est des conséquences psychologiques à long terme. Parlons justement de ces viols. Monsieur le Président, nous ne parlons pas que de 2 viols. 3, 10, 20, 50, 60, mais de 137 viols recensés. Mais nous savons tous que ce nombre ne constitue que la face visible de l'iceberg. Et celles qui n'ont pas osé se faire enregistrer, celles qui n'ont pas expliqué les récits, l'ampleur est sans précédent. Et, Monsieur le Président, les conséquences sont multiples en ce qui concerne les femmes victimes de viol. Elles sont sociales, économiques, religieuses. Parlons justement de ces femmes. La plupart ont été abandonnées par leur mari. Ça, c'est systématique. Même celles qui n'ont pas été violées au stade. Parce que pour le commun des mortels, dans nos traditions, quand une femme est violée, elle est souillée. Et l'exemple le plus macabre concerne Madame FK. Au moment des faits, elle était nourrice. Elle s'est rendue au stade, Monsieur le Président, comme toute citoyenne, pour aller exprimer un avis. Elle a été violée sur place, emportée, arrêtée et conduite dans un lieu qu'elle n'a jamais pu identifier. Et maintenue de force à cet endroit pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, Monsieur le Président, les agresseurs se relayaient sur elle. Puisqu'elle est nourrice, les seins ont gonflé. Puisque quand l'enfant ne tète pas, le lait s'accumule. Et si le lait s'accumule, ça provoque le gonflement des seins. Mais en dépit de ça, ils ne l'ont pas laissé. Sinon, il est difficile quand même, Monsieur le Président, de comprendre ça. Pendant 3 jours. Et son alimentation était exclusivement des spaghettis qu'on lui donnait pendant 3 jours. Elle est là, elle vit. Et le pire dans tout ça, Monsieur le Président, elle a contracté le VIH. Elle est allée au stade saine et sauve avec un mari et un bébé. Elle est retournée chez elle sans son âme parce qu'elle a été souillée.
Et vous savez quelle a été la réaction du bébé, Monsieur le Président? Il a refusé de téter, comme s'il savait que sa mère avait été souillée. Voilà comment un enfant de 3 mois n'a plus eu l'opportunité de téter sa mère. Tout ça parce que quelqu'un a décidé que pour conserver son pouvoir, il était prêt à tout. Jusqu'à aller prendre l'âme de ses concitoyens. Monsieur le Président, elle traîne le VIH. Elle vit. Mais elle n'est plus la même. Parce qu'après le 28 septembre, elle a tout perdu. Son mari l'a abandonnée, comme la plupart des femmes. Voilà, Monsieur le Président. À cela s'ajoutent d'autres catégories de préjudices, de victimes, les handicapés à vie. Les personnes qui sont allées au stade saines et sauves, avec tous les membres complets, qui se retournent chez elles avec un pied cassé, qui finalement est amputé. Et généralement, c'est des personnes qui avaient en charge toute une famille. Aujourd'hui, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus se mouvoir. Ensuite, il y a les disparus. Qui n'a pas été ému à cette barre, dans cette salle, quand notre confrère, Maître Ouri Bailo, a parlé de son frère, Thierno Hassan Ba, pour les disparus? Qui n'a pas été ému dans cette salle? J'ai connu personnellement Thierno Hassan à Pita, parce que nous avons grandi ensemble. Il est un peu plus âgé que moi, mais nous sommes de la même génération. Je l'ai connu. Quand il a disparu, il a été tué au stade. Il y a une photo qui a été montrée ici. Son corps n'a jamais été retrouvé. Sa pauvre mère a demandé à Maître Ouribaïlo. Quand celui-ci lui a essayé de l'embobiner pour dire que le corps n'était pas en bon état et qu'il fallait l'enterrer à Conakry, elle a dit: mon fils, ne l'enterrez pas à Conakry. Mettez le reste dans un chasset. Envoyé à Pitachemo. Maître Ouribaïlo savait pertinemment que son corps n'avait pas été retrouvé. Voilà comment lui a disparu au stade. Et, Monsieur le Président, ce qui est regrettable dans cette histoire, la vieille ne s'en est plus remise. Elle est décédée. Monsieur le Président, parlant justement des disparus, les fosses communes, il est avéré que plusieurs de nos compatriotes qui ont perdu la vie ont été enterrés dans des endroits que nous ignorons. Il a été mentionné le cimetière de Faban. Un témoin est venu à cette barre parler du cimetière de Cameroun. Monsieur le Président, il aurait été judicieux que des démarches soient menées pour que ces personnes-là soient identifiées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous savons tous que les disparus constituent le point faible dans cette procédure. Monsieur le Président, je m'interroge. Pourquoi le président Dadis, le colonel Thieboro, le colonel Pivi et tous ceux qui sont intervenus au stade, pourquoi ils refusent catégoriquement de nous montrer les fosses communes? Pourquoi? C'est eux qui savent où se trouvent ces fosses communes, Monsieur le Président. Ils refusent de nous dire où sont enterrés les corps. Pour quelles raisons? Le fait d'avoir pris leurs âmes n'est pas suffisant. Le général Oumar Sanou a parlé de 157 corps qui étaient au camp. Où sont ces corps? Personne ne sait. Après avoir torturé, violé, tué, aucune information. Le président Dadis et ses hommes ont décidé que les âmes des manifestants pacifiques et toutes les images de ce jour l'ont prouvé, n'avaient droit ni à une sépulture, ni à la vérité. Monsieur le Président, puisqu'il ne peut plus ramener ces personnes à la vie, nous pensons quand même qu'ils ont le droit à une sépulture digne. Et nous savons tous, selon la légende populaire, quand une personne disparaît, tant que
elle n'est pas enterrée dignement, son âme erre dans la nature. Il est difficile de trouver le repos. L'âme se promène, divague. Qui sait, dans cette salle, si l'âme des disparus n'est pas là? Peut-être que l'âme d'un des disparus est en train de nous regarder pendant que je vous parle, Monsieur le Président. Toute personne a droit à une sépulture. Et dans notre religion, Monsieur le Président, les rites sont prévus. Quand quelqu'un meurt, il y a des rites qui sont effectués pour justement le présenter à Dieu, pour que son âme quitte son enveloppe. L'âme a quitté l'enveloppe corporelle, c'est vrai. Mais sa présentation est indispensable, parce qu'il faut l'enterrer dignement. Il faut laver le corps, il faut le mettre dans un linceul. Monsieur le Président, rien de tout ça n'a été fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude, Monsieur le Président? Monsieur le Président, ce cynisme vous empêchera certainement d'accorder des circonstances atténuantes aux accusés. Parce que parfois, quand le criminel commet le forfait, il se répand. Quand il commet un acte répréhensible, il se répand. Cela peut constituer des circonstances atténuantes. Mais depuis le début de cette affaire, lequel d'entre eux a reconnu les faits ou a eu de l'empathie pour les victimes? Monsieur le Président. L'attitude de la plupart des accusés a confirmé leur mépris à l'égard des victimes. Monsieur le Président, quand un accusé ou son conseil déclare haut et fort, il y a de fausses victimes, celles qui parlent mal. Nous avons suivi ici pendant le huis clos des questions tendant à dire vous avez menti. Monsieur le Président, pourquoi quelqu'un viendrait à cette barre dire que j'ai été violé si ce n'est pas vrai? Pourquoi? C'est du mépris à l'égard des victimes. Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité sont des crimes très graves. Donc, il n'y a aucune possibilité pour qu'il y ait des circonstances atténuantes pour qui que ce soit. Parce que la préméditation, comme je l'ai indiqué plus haut, est avérée. Et la caractéristique justement des crimes contre l'humanité, c'est le sadisme. Et ce sadisme-là se traduit par des actes extrêmes. Pour le cas du 28 septembre, par exemple, quand, après avoir violé une femme, parfois à plusieurs, l'agresseur, le criminel, introduit du bois ou sa baïonnette dans la partie intime de la femme. C'est du sadisme. Parce que si l'intention seulement était de violer, je pense qu'après le viol, on n'a pas besoin de détruire l'appareil génital de la femme agressée. Mais des actes comme ça se sont produits au stade. Et Monsieur le Président, le mépris est caractérisé par le fait que pour les agresseurs, les victimes n'ont aucune dignité. Ils ont la possibilité de prendre possession de leur âme, comme je l'ai dit tantôt. Ils peuvent les persécuter, ils peuvent les tuer. Et tuer pour tuer. Et André Fossard, dans son livre, a résumé cette problématique par la phrase suivante. Le crime contre l'humanité, c'est tuer quelqu'un sous prétexte qu'il est né. Donc, on ne cherche plus à vous reprocher autre chose que d'être né, de croire que vous existez, que vous avez le droit de manifester. On vous dit que vous n'avez pas le droit de manifester, donc on a le droit de vous tuer. C'est l'expression. C'est ôter à ces victimes toute humanité. C'est la haine qui anime ce genre de crime.
Et cette haine ne se satisfait que par la réduction de sa victime à l'impuissance, soit par la mort, par la souffrance, par l'emprisonnement, et il est fait nécessairement de façon massive. Monsieur le Président, parlant justement du sadisme, il convient de... Parce que pour le sadiste, pour celui qui exerce le sadisme sur une victime, il convient pour lui de faire sentir la douleur, pour faire regretter à la victime son existence. Parce que quand la victime se croit humaine, il lui dit tout le monde, tu n'es pas humaine, tu n'es pas humain. C'est pour cette raison que je t'inflige ça. Il prend possession de l'âme. Monsieur le Président, c'est ça le sadisme. C'est pourquoi il est inadmissible qu'il ait des circonstances atténuantes. Et on oblige les victimes à regretter leur naissance ou leur revendication. C'est ce qui s'est produit au stade. On vous fera regretter de rentrer au stade. C'est ce qui a été fait. Et ce regret s'est traduit par beaucoup de morts, par beaucoup de viols, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces crimes sont donc impardonnables. Comment peut-on pardonner ces crimes abjects sans reconnaissance de leur auteur? Ni comment oublier ces souffrances qui continuent jusqu'à présent? C'est impossible, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les accusés méritent le châtiment, même si aucun châtiment ne peut panser les plaies que cette répression a causées. Même si tout ceci était condamné à perpétuité, cela ne peut pas suffire pour panser les plaies béantes qui ont été ouvertes de par leur faute. Monsieur le Président, dans ce sillage, des enfants sont nés après la disparition de leur père. D'autres ne retrouveront plus jamais la santé. D'autres ne trouveront plus d'hommes parce que porteurs du VIH. D'autres femmes ne pourront plus jamais avoir de rapport intime avec leurs partenaires parce que les militaires, après le viol, ont introduit des bois ou des couteaux. C'est impossible. D'autres encore ne pourront plus enfanter. Voilà les conséquences, Monsieur le Président. Et comment peut-on pardonner de tels actes? Nous disons que c'est impossible. Toutes ces souffrances ont été causées par un régime qui voulait à tout prix conserver le pouvoir. Voilà ce qui nous a conduits à ce drame. Monsieur le Président, ce régime est également caractérisé par la banalisation de la violence qui étoffe notre société et notre humanité. Depuis les massacres du Stade, malheureusement, est-ce que cela a servi de leçon? Non. Depuis ce massacre, il y a eu plusieurs autres exactions dont je ne veux pas parler. C'est pourquoi il faut, à travers ce procès, mettre fin à ce cycle d'État, de violence d'État. Cette violence doit s'arrêter. Il faut absolument mettre fin à la violence et à l'impunité, non pas plus tard, mais à partir d'aujourd'hui. Le peuple vous regarde, Monsieur le Président. L'Afrique vous regarde. Le monde entier vous observe. Monsieur le Président, honorable assesseur, les victimes vous regardent. Elles vous demandent de vous rappeler dans leur témoignage à la barre, aussi pendant le huis clos. Pendant le huis clos, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs témoignages qui ont fait pleurer plusieurs personnes. L'image de notre justice est en jeu. Et je sais que vous redorerez son image à travers votre décision. Que cela serve de leçon à ceux qui pensent qu'ils peuvent impunément tuer ou torturer des Guinéens, qui sachent que tôt ou tard, ils répondront de leurs actes. Parce que, Monsieur le Président, ce qui est important, si le crime contre l'humanité est retenu, tous les auteurs qui sont aujourd'hui en liberté, qui se cachent ou qui pensent qu'ils ne pourront pas être retrouvés, pourront être demain poursuivis et condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est pourquoi il faut retenir cette qualification pour donner la chance pour que ces individus-là, ces criminels-là soient recherchés partout où ils se trouvent pour qu'ils soient punis. Même récemment, Monsieur le Président, des criminels nazis ont été condamnés parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.
Monsieur le Président, pendant votre délibération, pensez aux souffrances des victimes, en particulier aux morts, mais aussi aux disparus qui n'ont pas eu droit à une sépulture digne et dont les âmes errent dans la nature. Pensez à cette jeune fille innocente, battue, violée ou tuée pour avoir tout simplement exercé un droit fondamental, celui de manifester. Pensez à vos familles, pensez à vos enfants, Monsieur le Président. C'est important. Pour terminer, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, nous ne cherchons pas la vengeance, mais nous n'accepterons pas la complaisance. Nous souhaitons que le socle de votre verdict à prononcer soit la triptyque du droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Parlant justement de réparation, c'est en rendant justice que les victimes retrouveront la paix. C'est pourquoi nous vous demandons d'être rigoureux. Parlant justement de réparation, Monsieur le Président, on s'est posé une multitude de questions. Comment réparer un préjudice aussi immense? Comment rétablir une victime qui a perdu un proche? Comment? Comment dédommager une victime de viol qui a été souillée par une horde de barbares? Comment évaluer l'impact psychologique d'une telle atteinte à la dignité d'une personne? Comment évaluer le degré de souffrance d'une femme qui a perdu son mari? Il est impossible, Monsieur le Président, de réparer tout le préjudice que les victimes ont subi dans leur corps et dans leur âme. Mais on s'est efforcé pour réclamer une modique somme, puisque c'est notre droit. Non pas parce que nous échangeons cette somme à notre dignité, nous échangeons cette somme à notre âme, mais parce que c'est la loi qui le confère. Pourquoi? Voilà pourquoi, même s'il est impossible de réparer tous les préjudices, nous vous soumettons cette demande de réparation, Monsieur le Président. C'est pourquoi, au regard de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir retenir les accusés dans les liens de la culpabilité de crimes contre l'humanité pour les infractions commises au cours des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Pour la réparation, recevoir Mouribaï Leba et 730 autres, la FIDH, l'OGDH, AVIPA dans les constitutions de partis civils, y faisant droit, condamner solidairement les accusés au paiement des montants ci-après. Pour les ayants droit des morts et des disparus, au nombre de 87, vous allouerez 3 milliards par groupe d'ayants droit. Pour les femmes victimes de viol, au nombre de 137 recensées et qui sont constituées partie civile, 2 milliards par victime. Pour ceux qui sont victimes de coups et blessures volontaires, au nombre de 500, 1,5 milliard par personne. Pour les victimes de torture, au nombre de 5, 2 milliards par personne, Monsieur le Président. Pour les victimes de pillage, au nombre de 13, nous sollicitons 1 milliard par personne. Monsieur le Président, en plus de cette demande, nous voudrons que, puisque l'État guinéen, certes n'est pas parti à ce procès, mais il aurait pu être tenu pour responsable aussi, puisque ceux qui ont agi l'ont fait sous couvert de l'État. Il s'agit des cadres de l'État, de notre République. Nous voudrons que ce montant-là soit garanti pour le paiement par l'État guinéen. Monsieur le Président, je voudrais terminer par pour vous dire ceci. Nous avons une âme, une conscience, une humilité à préserver. À nous d'accomplir notre devoir, à vous d'accomplir le vôtre. À travers ces mots, j'ai accompli le mien. Et à vous, messieurs et honorables assesseurs, d'accomplir les vôtres. Je vous remercie et j'ai plaidé.